Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur la radio-télévision Fanfan Musique et bienvenue dans votre émission Afrique Actu. Pour ce premier numéro, nous parlerons des différentes attaques au Mali, notamment celle des Kati. Nous aborderons également des élections législatives au Sénégal. Nous évoquerons aussi, si le temps nous permet, un mot de sport, notamment avec la désignation de l'international sénégalais Sadio Mané comme meilleur joueur du continent. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ces plateaux des invités pour décrypter ensemble l'actualité africaine. Bonjour Monsieur Ibrahima Kamara. Bonjour Birama Saounera, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes journaliste, ancien correspondant de plusieurs médias du Sénégal, notamment de la télévision Futur Média du Sénégal. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité est un observateur politique, ancien président de l'AMIF, Association des étudiants maliens d'Île-de-France, et actuel coordinateur du mouvement Force citoyenne pour la jeunesse. Monsieur Brahima Sidibé, bonjour. Bonjour Monsieur Saounera, bonjour à nos auditeurs et auditrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cela fait plusieurs attaques en quelques jours contre les camps militaires maliens par des terroristes. La plus récente est l'attaque du camp Soundiata Keïta à 15 km de Bamako, la capitale. L'attaque est survenue vendredi 22 juillet, très tôt aux environs de 5 heures en temps universel, faisant 7 morts côté djihadiste et 1 mort du côté des FAMA, forces des armées maliennes. Monsieur Brahima Sidibé, au Mali, la menace djihadiste devient de plus en plus sérieuse, notamment avec l'attaque du camp militaire de Kati qui se trouve juste à quelques kilomètres de Koulouba, le palais présidentiel. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, les attaques de ces derniers jours et comment analyser cette menace qui s'accentue? Bonjour encore une fois. Alors oui, je pense que c'est un très bon constat. Parce qu'il faut rappeler qu'avant cette attaque d'hier, il y avait d'autres attaques qui avaient précédé ces derniers temps, notamment dans la région de Koulikoro. Et donc finalement, on constate qu'il y a un déplacement des attaques du centre un peu vers le sud, donc aux encablures de Bamako, la capitale. Pour moi, ces attaques peuvent être expliquées de deux façons. Premièrement, je pense que les djihadistes ont subi des revers au centre du pays, donc dans la région de Mopti. Et donc finalement, ils se recentrent un peu vers le sud parce qu'on sait que l'appareil militaire est plutôt centré au sud parce que c'est là où la menace est beaucoup plus pressante. Et donc les djihadistes, comprenant cela, changent un peu de tactique et de territoire. Et donc se dirigent un peu vers des zones qui étaient jusque-là épargnées. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, qui est aussi une hypothèse plausible à mon avis, c'est que les djihadistes veulent peut-être envoyer un message fort, un signal fort au Mali tout simplement. Un signal qui consiste à dire qu'ils sont toujours là, ils sont toujours sur le terrain, ils sont toujours actifs. Parce que pour qui connaît Kati, c'est une ville garnison et c'est là où se trouve l'appareil militaire malien. Donc s'attaquer à un camp dans cette ville, on peut dire que c'est assez audacieux. Et le signal est assez fort. C'est là d'autant plus aussi que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a pour résidence principale Kati. Et donc, je pense que c'est un signal fort. Mais quand on essaie de voir aussi, je pense qu'on va y revenir, la façon de procéder de djihadistes, on sait que c'est une façon qui est assez désespérée parce qu'il s'agit des kamikazes tels que ça a été expliqué dans le communiqué. Mais je crois que ces deux explications, pour l'instant, c'est ce qu'on peut avancer. Justement, Monsieur Ibrahima Kamara, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la multiplication de ces attaques djihadistes contre les soldats maliens? Alors, une inquiétude grandissante, parce que si les djihadistes arrivent à attaquer quand même le camp de Kati, qui est l'une des plus grandes garnisons militaires maliennes, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Certes, mon frère l'a dit tout à l'heure, les djihadistes ont changé de stratégie, de modus operandi. Mais la question que je me pose est de savoir comment est-ce que les FAMA ont dormi dans leur laurier pour qu'une attaque puisse être préparée jusqu'aux portes de Kati. Ça, c'est une grande inquiétude. On se pose beaucoup de questions. Un pays qui est en guerre, parce qu'aujourd'hui, le Mali est en guerre, il faut le dire. Les signaux sont au rouge. Il y a là une grande détresse et une grande inquiétude qui est là. Et donc, comment est-ce que des djihadistes ont pu préparer des voitures piégées et avancer jusqu'aux portes de Kati, à quelques kilomètres de Koulouba? Ça, c'est une grande question qu'on doit se poser. Et
au lendemain de plusieurs embrouilles entre un pays voisin comme la Côte d'Ivoire et certains responsables comme Delgado des Nations Unies, si le Mali arrive encore à être de plus en plus plongé dans de telles situations, il y a beaucoup de questions qu'on se pose, il y a beaucoup d'inquiétudes qui se posent. Et moi, je me dis qu'aucun pays de la sous-région n'est à l'abri. Le Mali a intérêt à s'ouvrir aux autres. Le Mali a intérêt à ne pas créer plusieurs fronts pour ne pas être dispersé ou diverti. Parce que je pense que les djihadistes sont dans l'ombre, mais ils suivent mieux l'évolution, contrairement au gouvernement malien, à la junte malienne ou au gouvernement de la transition, comme ils aiment le dire, qui ne savent pas quand et comment est-ce que les djihadistes se préparent à attaquer, que ce soit au Mali ou dans les autres pays de la sous-région. Je pense que la junte doit se ressaisir et essayer de trouver d'autres stratégies pour mieux défendre le Mali. Et le fait d'attaquer les militaires n'est pas gratuit, parce que, vous l'avez dit, il y a une cause. C'est un signal fort que Amadou Koufa veut envoyer à la Katiba des Massinans, à la junte, voilà, oui. Voilà, qui a revendiqué un message à l'endroit de les attaques des autorités de la transition malienne. Justement. Et donc, c'est une situation auquel toute la sous-région doit prendre au sérieux et se pencher là-dessus. Ne pas laisser seulement le gouvernement de la transition face à cette montée en puissance des djihadistes. Alors, on parle de montée en puissance, certains parlent de montée en puissance des djihadistes, d'autres parlent de montée en puissance de forces armées maliennes. Est-ce que cela explique aujourd'hui le fait que les djihadistes ont changé leur façon d'opérer en opérant de façon kamikaze, M. Ibrahima Sidibé? Oui, je pense que vous avez évoqué deux raisons. Je crois qu'on peut ajouter une troisième raison, parce que si vous avez remarqué, depuis le début de l'année ou depuis la fin de l'année dernière, il y a une doxa de la part des autorités de transition qui consiste à dire que l'armée malienne monte en puissance et pour corollaire, les djihadistes perdent du terrain, notamment au nord et au centre. Mais avec ces attaques cycliques, je pense qu'on peut qualifier des attaques cycliques de ces derniers jours dans des centres urbains, je pense que c'est un message aussi qui consiste à mettre en mal la version officielle des autorités de transition selon laquelle l'armée monte en puissance. Mais je pense que mon frère parlait tantôt, il évoquait son étonnement de voir que les djihadistes arrivent à frapper en plein cœur de Kati. Je crois que c'est aussi ça la difficulté du terrorisme. Il s'agit d'une guerre asymétrique dont l'ennemi n'a pas de visage. C'est ça le terrorisme. L'ennemi n'a pas de visage. On ne peut pas voir quelqu'un directement pour le qualifier d'ennemi. Et en cela, je pense que le message qu'on peut aussi lancer, c'est que la population doit coopérer avec l'armée. Parce que surtout la vigilance doit être démise. La population doit vraiment coopérer avec l'armée. Je pense que c'est en cela qu'on peut arriver à détecter les terroristes, à détecter les bandits armés et à donner des renseignements nécessaires à l'armée. Ça, c'est la première piste de solution qu'on peut évoquer à ce stade. La deuxième piste de solution est, comme vous l'avez dit, je pense que cette attaque kamikaze prouve aussi la façon désespérée des djihadistes de procéder, parce que quand on dit kamikaze, c'est-à-dire qu'ils n'y vont pas pour prendre le camp, pour prendre possession du camp. Ils savent que techniquement ce n'est pas possible. Avec un nombre pléthorique de soldats, ce n'est pas possible. Et donc je pense que cette mode opératoire aussi, et d'ailleurs ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas observé ça au Mali. Je crois que depuis les attentats de l'hôtel Radisson Blu en 2015, il n'y a pas eu des attaques similaires. Et donc aujourd'hui, est-ce que la stratégie qui a été mise en place, c'est-à-dire des opérations de grande envergure, est-ce qu'il ne faut-il pas peut-être changer de stratégie cette fois-ci en procédant de façon plus subtile et en intégrant justement la population, notamment pour le partage des renseignements? Justement, dans cette guerre, l'armée joue son rôle qui est de défendre les personnes et leurs biens, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects, notamment des aspects politiques et économiques à prendre en compte dans cette guerre contre le terrorisme au Mali? Cette guerre est avant tout économique. On sait que les pays de la sous-région ont du mal à cerner les frontières. Nous avons des frontières poreuses, nous avons des pays qui ont des superficies très très larges, et donc nos États ont eu du mal à être présents
en temps réel dans certaines parties de ces pays-là. Et mon frère Sidibé disait tantôt que c'est une guerre asymétrique. Certes, c'est là où doivent se jouer les renseignements généraux. Les renseignements généraux doivent jouer leur rôle. Il ne faut pas attendre que les populations signalent l'arrivée ou une attaque djihadiste. Ce n'est pas du tout évident. D'autant plus que dans certaines parties du pays, certaines populations sont quand même terrorisées. Hein. Ils ont peur. Ils ont la peur au ventre. Et c'est tout à fait logique. Et ces djihadistes font partie de la population. Ils se sont infiltrés dans la population. Ils sont parmi nous. Certes, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Mais, comme il l'a dit, ils n'ont pas de visage. Voilà, les renseignements, justement, c'est là où les renseignements généraux doivent jouer aussi leur rôle. Je pense que l'armée malienne ne doit pas du tout négliger cette partie si importante qui concerne les renseignements généraux. Et donc, c'est à partir de là que l'armée malienne doit prendre les devants et pouvoir faire face à d'éventuelles attaques djihadistes. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Mali est en guerre. Et si on est en guerre, on ne doit pas dormir sur nos lauriers, du tout. Tout doit être filtré. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce constat. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'armée malienne dort sur le laurier. Mais si les djihadistes arrivent si on peut peut-être remonter dans les temps. Oui, on peut remonter dans les temps. Et en septembre 2001, les djihadistes ont frappé les États-Unis en plein cœur, à New York. Est-ce que cela veut dire que les renseignements américains, qui est parfois considéré comme les plus efficaces au monde, a failli? C'est là une autre question. Quand on prend les attentats encore plus récemment en France, est-ce que cela veut dire aussi que les renseignements français n'est pas assez efficaces? Je pense qu'on doit relativiser tout cela. Pour moi, en fait, il ne s'agit pas simplement d'une forme de laxisme de l'armée, mais je pense qu'il s'agit aussi d'une guerre. Ce caractère est propre au terrorisme, c'est-à-dire que l'ennemi n'a pas de visage. À partir du moment où l'ennemi n'a pas de visage, il est parfois difficile. Mais encore une fois, on ne va pas céder au fatalisme. On ne va pas dire qu'on ne peut rien faire. Justement, mais je crois que pour revenir à cette question, pour beaucoup, les attaques de ces derniers jours sont coordonnées. Si cela s'avère vrai, est-ce que le terme qu'on utilise jusque-là, qui est, c'est-à-dire la guerre asymétrique, vraiment, est-ce que ça ne devient pas un terme qu'il faut vraiment discuter là-dessus? Je pense que l'ennemi a bel et bien un visage. Du moment où les attaques sont revendiquées, quand même l'ennemi a un visage. On sait que c'est la Massina Katiba. Oui, l'ennemi a un visage après l'attaque, mais pas avant l'attaque. Non, ils ont des membres. Attention, la France dont vous parlez, les Français ont déjoué combien de projets d'attentats ici en France? Tout comme au Mali. Oui, tout comme au Mali. Je pense que même à ce niveau, il y a Mais je pense que quand je dis que l'armée malienne... Mais dans un pays en guerre, quand même, les signaux doivent être au rouge. Quand même, imaginez-vous que cette attaque ait touché le président de la transition, Assimi Goïta. Ça aurait été une défaite cuisante pour les FAMA. Il serait inimaginable pour moi qu'une attaque soit préparée de la sorte et que des voitures piégées avancent jusqu'à quelques kilomètres du palais présidentiel de Koulouba. Quand même, il y a des questions qu'on doit se poser sur les FAMA. Alors, même il y a quelques années de cela, les FAMA n'étaient pas outillés, d'accord. Mais entre-temps, mais aujourd'hui, quand même, on parle de la montée en puissance de l'armée malienne. Aujourd'hui, est-ce que réellement, qu'est-ce qui devait se faire que des ennemis puissent arriver à un tel niveau d'attaque, quand même. C'est vraiment inquiétant. Vraiment, aujourd'hui, on parle de la montée en puissance des armées, des forces armées maliennes, les FAMA. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, l'ennemi n'a pas de visage. Mais pour beaucoup, les attaques de ces derniers jours sont coordonnées. Si cela s'avère vrai, est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui, jusque-là, le terme qu'on utilisait, qui est la guerre asymétrique? Oui. Pour la raison, elle est toute simple. La guerre asymétrique, on peut expliquer, c'est par la différence avec une guerre conventionnelle, comme on peut observer aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire qu'une guerre conventionnelle, on a des armées nationales qui se font face. Mais dans une guerre asymétrique, on a une armée nationale, donc en l'occurrence l'armée du Mali, face à un ennemi, encore une fois, je l'ai dit au risque de me répéter, qui n'a pas de visage. Et à partir du moment où l'ennemi n'a pas de visage, la guerre devient beaucoup plus complexe. Parce que justement, le fait de coordonner ces attaques, l'objectif c'est quoi? C'est pour que l'armée, d'une certaine mesure, ne puisse pas se concentrer
sur une seule partie. Parce que quand vous coordonnez et que vous avez simultanément, ou même pas, simultanément, en espace de quelques jours, une attaque par-ci, une attaque par-là, justement, ça disperse le plan de riposte de l'armée. Oui. Et ça, c'est une technique aussi qui est propre au terrorisme. Encore une fois, je pense que autant on doit comprendre le caractère asymétrique, donc complexe de ces attaques, autant effectivement il va falloir, il ne faut pas céder au fatalisme, il ne faut pas justement se dire qu'on n'y peut rien, justement on peut faire quelque chose, mais cela passe aussi par le renseignement. Encore une fois, la population doit réellement être impliquée. Pourquoi? Parce que c'est cette population qui connaît réellement les habitants. Si vous constatez que ces derniers temps il y a des mouvements inhabituels ou des gens que vous ne connaissez pas réellement, et je pense que quand on prend au Mali, rares sont des gens qui connaissent les numéros verts, alors que c'est des numéros verts qui sont mis à la disposition de la population pour pouvoir signaler d'éventuels mouvements inhabituels de quelques hommes que ce soit. Et donc pour moi, aujourd'hui, on doit aller vers une symbiose, une collaboration parfaite entre l'armée et la population. Mais encore une fois, je rejoins justement à ce niveau, les renseignements généraux aussi doivent jouer leur rôle, parce que justement, il s'agit simplement de leur mission officielle, quoi. Alors, monsieur Ibrahima Kamara, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour déjouer ces genres d'attaques aujourd'hui au Mali? Je pense que les FAMA ne doivent pas attendre que les djihadistes les attaquent. Ils n'ont qu'à traquer les djihadistes jusqu'au fin fond du Mali. Mais puisque les djihadistes n'ont pas de visage, comment on fait? Bien sûr qu'ils ont un visage, puisqu'il y a Amadou Koufa qui revendique ces attaques. Qu'est-ce qui empêcherait aux FAMA de traquer le chef des djihadistes et d'aller le trouver là où il se trouve? Je ne sais pas moi. Si les populations... Mais ils sont à la recherche de s'ils les... Non, mais il n'est pas, j'imagine qu'il n'est pas en Algérie, ni au Burkina, ni au Niger. Je pense que ce serait un peu même... À mon avis, c'est là où encore qu'on doit encore reposer la question de l'intégrité territoriale chez nous. C'est valable pour tous les pays de la sous-région. Nous avons un problème récurrent qui ne date pas d'aujourd'hui. On a du mal à contrôler nos territoires. Puisque si le phénomène arrive à ce niveau-là, on doit se poser encore la question de l'intégrité territoriale. Parce que vous ne pouvez pas dire que le nord du Mali fait partie du Mali, alors que l'État malien n'a pas la même mise sur cette partie du pays. Ça pose problème. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée malienne est au nord en ce moment. Oui, mais... Oui, ce n'était pas le cas il y a quelques années ou il y a quelques mois, mais aujourd'hui, l'armée malienne est au nord. Je reviens par exemple... Je suis d'accord, mais les djihadistes sont encore là aussi. Ils sont encore là. Et la question est encore beaucoup plus profonde. Vous êtes plus informé que moi, j'imagine, dans cette situation-là, puisque vous êtes d'origine malienne. Mais si les djihadistes arrivent à traverser tout le pays jusqu'à arriver à Bamako pour encore perpétrer ces genres d'actes, on doit se poser des questions. Et la population malienne dont vous parlez tout à l'heure, la population malienne peut être informée d'une éventuelle attaque ou peut soupçonner des djihadistes ou des personnes étrangères qui viennent chez eux. Mais c'est comme si vous voulez chercher une aiguille dans une boîte de foin. Ce n'est pas du tout évident. Et ça, comme je l'ai dit tantôt, il faut que les FAMA forment des professionnels en renseignements généraux pour pouvoir faire face à ces genres d'attaques. Ibrahima Sidibé, en quelques mots, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour déjouer ces attaques contre les soldats maliens? Alors, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. C'est aussi ça la complexité de la chose. Et d'ailleurs, je reviens par rapport au chef djihadiste. On sait que Amadou Koufa, l'expérience ou l'histoire nous a montré que ce n'est pas en neutralisant le chef djihadiste qu'on va mettre fin au terrorisme. On a eu plusieurs cas dans le monde où les chefs terroristes ont été neutralisés par des armées, mais vous neutralisez un chef djihadiste, le lendemain il y a un nouveau chef qui est nommé. Donc c'est aussi ça le terrorisme. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce que nous devons faire pour éradiquer ces attaques terroristes? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, des moyens militaires, financiers doivent être mis à la disposition de l'armée. C'est encore le cas, mais on peut fournir encore plus d'efforts. L'armée doit passer de la mode défensive à la mode offensive. C'est-à-dire que, là je rejoins mon frère, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre aux attaques, on doit anticiper les attaques. Parce que l'anticipation, ça permet justement de déloger des nids de terroristes et finalement contrer des attaques futures. Je pense qu'on doit aller plutôt vers l'offensive, plutôt qu'attendre justement. Mais ça, on le fait. Hein.
il faut le dire, on le fait notamment au centre du pays. Et c'est là la première hypothèse que j'ai avancée en début d'émission, c'est cela. C'est que si on voit qu'aujourd'hui les djihadistes se centrent plutôt dans des centres urbains, c'est parce qu'ils ont été mis à mal dans des lieux où ils avaient comme fief, jusque-là. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on doit aller peut-être aussi augmenter les effectifs de l'armée. Ça c'est évident, il ne faut pas oublier que nous avons un pays immense, plus d'1 million de kilomètres carrés. Et surtout maintenant avec les attaques coordonnées, donc il faudra vraiment. Donc je pense qu'on doit aller effectivement vers une augmentation des effectifs de l'armée. Ça peut aussi être une solution alternative à ces attaques, parce que malheureusement on ne peut pas mettre un soldat derrière chaque citoyen. Mais encore faut-il que s'il y a un nombre assez pléthorique des effectifs de l'armée, peut-être ça peut justement contribuer à sécuriser les. Mais ce qu'on peut dire aussi dans tout cela, et je pense que ça c'est aussi l'un des objectifs du terrorisme, et c'est ce qui explique même les termes terrorisme, c'est que les djihadistes cherchent par ces actes à créer la psychose au sein de la population, à créer la panique. Mais on voit que, si vous avez remarqué, hier, le président de la transition a assisté à la cérémonie de sortie de dépromotion de la police nationale. Ça, c'est aussi un signal fort que le gouvernement aussi a adressé à ces djihadistes. C'est-à-dire que le pays suit son cours normal. Je pense que c'est important comme message à envoyer. Voilà, justement, on va évoquer la partie, le départ de Olivier Salgado, qui est le franco-belge, qui était le porte-parole de la MINUSMA, Mission des Nations Unies au Mali. Que vous inspire le départ, l'expulsion d'Olgado? Je le disais tantôt en début d'émission, mais pour revenir un peu sur mon frère Sidibé, quand il dit que les militaires doivent se préparer, certes, mais il faut comprendre aussi que ce conflit n'est pas seulement militaire, c'est aussi un conflit économique. Oui, justement. Voilà. Il faudrait que l'État malien arrive à faire beaucoup d'efforts sur le plan économique, surtout dans ces territoires complètement isolés, afin de mettre à l'abri une partie de sa population qui est totalement démunis ou sévit encore la pauvreté. À propos de Delgado, je disais que le Mali n'a pas intérêt à ouvrir plusieurs fronts. Cette question du djihadiste n'est pas propre au Mali, c'est une question internationale. Et donc aujourd'hui, le Mali a besoin du monde entier pour sortir de ce gouffre. Pour mieux sécuriser son pays, il a intérêt à s'ouvrir au monde. Mais j'ai l'impression que le gouvernement de la transition est devenu paranoïa. C'est à cause de l'arrivée des militaires ivoiriens. Les 49 militaires ivoiriens qui a créé justement tout cet embrouille. Maintenant, il y a deux manières de régler un conflit. Aujourd'hui, les diplomates en parlent, il y a le soft power et le hard power. Il faut savoir régler certains problèmes de manière diplomatique, comme on dit, en soft power, et passer à l'essentiel. L'essentiel et l'urgence aujourd'hui pour le Mali, c'est la sécurisation de son pays. Le Mali fait face à une menace djihadiste qui monte tous les jours en puissance. Et ces casques bleus, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne servent à rien au Mali. Je n'en connais pas les enjeux puisque je ne suis pas sur place. Je sais que leur nombre est très important dans ce pays. Et la question qu'on se pose est si les casques bleus quittent le Mali, qu'est-ce qui peut arriver ? Parce que mine de rien, ils peuvent jouer quand même un rôle de dissuasion, ne serait-ce que leur présence sur le territoire malien face à certaines attaques djihadistes. Et si aujourd'hui le Mali se barricade et ne veut pas du tout avoir affaire ou ferme toutes ses portes par rapport à ses voisins, surtout comme la Côte d'Ivoire, qui quand même n'est pas n'importe quel voisin du Mali dans la sous-région, et mieux encore, les Nations Unies. Le Mali ne peut pas être un pays à part entière. Il fait partie de ce globe. Et aujourd'hui, aucun pays ne peut s'isoler complètement ou se mettre dans une position où, on va dire, on ne collabore qu'avec les Russes. Point. Non. Le général de Gaulle le disait, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Merci. C'est Ibrahima Sidibé. On a vu quand même que dans cette transition, donc il y a des mesures fortes quand même qui ont été faites, et notamment l'expulsion de l'ambassadeur de France.
vraiment qui était voilà, qui était vraiment quelque chose d'inédit. Et également, on a assisté à l'exclusion du porte-parole de la MINUSMA. Oui. Aujourd'hui, et avant ça, l'ambassadeur de la CEDEAO. De la CEDEAO. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'observateur politique? Oui, alors en début de semaine, j'avais publié un article que j'ai nommé La diplomatie de l'expulsion, notamment conduite par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, la diplomatie malienne, autrefois molle, est passée à une diplomatie beaucoup plus offensive et peut-être une diplomatie, et ça c'est un oxymore, militarisée. Ce qui est assez contraire. Mais revenant à ce cas précis, et je pense qu'il faut préciser peut-être à nos auditeurs des radios Fan Musique, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a une audience afro-caribéenne, haïtienne. On va expliquer peut-être le contexte. Qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, YouTube. Exactement. Donc le contexte c'est le suivant. Le 10 juillet, on a 49 militaires ivoiriens qui sont arrivés à l'aéroport de Bamako. Mais apparemment, ils n'avaient pas tous les documents nécessaires qui justifiaient leur présence sur le territoire malien. Et suite à des vérifications, le gouvernement a jugé nécessaire de les mettre en garde à vue et de les considérer éventuellement comme des mercenaires. Alors, le monsieur dont vous parlez, le diplomate onusien, il est le porte-parole de la MINUSMA, a fait des déclarations que le gouvernement juge mensongères. Ces déclarations consistaient à dire que le gouvernement était au courant de l'arrivée de ces 49 militaires. Alors, je précise que dans les communiqués du gouvernement, il lui avait été demandé d'apporter la preuve selon laquelle le gouvernement était informé de l'arrivée, le cas échéant, de revenir sur ce propos tenus sur Twitter en démentant ses propres propos. Je crois qu'on a quand même une porte de sortie qui lui avait été donnée. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement lui a demandé, s'il a la preuve que le gouvernement a été informé, qu'il apporte, et on l'a demandé à sa hiérarchie. S'il n'a pas la preuve, eh bien on peut se tromper, ça peut arriver à n'importe qui, personne n'a la science infuse. Il pouvait aller sur les mêmes réseaux sociaux, donc Twitter, d'annoncer qu'il s'était trompé, mais c'est chose qu'il n'a pas faite jusqu'à présent. Et donc finalement, je crois qu'au bout d'un certain délai, le gouvernement a jugé effectivement de l'expulser. Premier élément, et aussi il faut dire que dans le communiqué du gouvernement, il n'est dit nulle part qu'il est considéré comme persona non grata. Parce que les diplomates onusiens ne peuvent pas être considérés. On l'a juste dit qu'il a 72 heures pour quitter les territoires nationaux. Alors, sans appel. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, je pense que certes, on peut peut-être déplorer la manière, les tons employés, mais le sujet, le fond du sujet, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Parce que quand vous intervenez dans un pays, je pense que le minimum aussi, c'est d'aller de pair avec les autorités de ces pays. Et surtout quand on fait face aussi à une question qui est aussi sensible. Premier élément. Le terrorisme. Deuxième élément, quand vous avez vu hier, le président ivoirien Alassane lui-même a reconnu que l'imbroglio, la confusion venait des Nations Unies. Il a reconnu en Afrique du Sud lorsqu'il était en visite officielle. Oui, mais juste par rapport à cette question, jusqu'à présent, on n'a pas vu soit le chef d'état-major ivoirien ou un ministre ivoirien qui s'est rendu à Bamako pour parler de ces questions des 49 militaires soldats. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je pense qu'il y a déjà un médiateur qui a été désigné, qui est le Togo, a été désigné par qui? Par les autorités du Mali. Effectivement, les autorités de transition. Notamment, ça devait être le contraire. Oui. Puisque c'est les 49 militaires maliens qui sont retenus au Mali. Alors, ça peut être le contraire, mais je pense que ça explique aussi cette façon de dire que même si ils ont été arrêtés, le dialogue n'est pas rompu. Je pense que cette démarche du gouvernement du Mali consiste à dire que la Côte d'Ivoire reste avant tout un voisin avec qui il ne faut pas s'embrouiller non plus. Tout à fait. On n'est pas dans une logique de va-t-en-guerre ou dans une logique belliqueuse. Il y a un problème qui est là. On cherche à résoudre le problème et on espère aussi de façon diplomatique, parce qu'il ne faut pas oublier que nos deux pays entretiennent des relations séculaires depuis très longtemps. Alors, merci. Voilà, un mot là-dessus avant qu'on ferme ce chapitre. Cette question ivoirienne, je pense que certes, on doit le prendre avec des pincettes, mais le Mali, quand même, a intérêt à faire beaucoup attention dans ce genre de situation. Parce qu'on n'a pas intérêt à mettre du feu, à ajouter de l'huile au feu. Je crois qu'aujourd'hui, le Mali est dans un contexte où il faut le plus rapidement possible gérer diplomatiquement cette question et passer à autre chose. Le Mali a un problème d'État aussi, il faut le dire, parce qu'un État quand même a une manière de fonctionner. Et ce n'est pas en bandant les muscles ou en faisant usage de certains éléments de langage
parce que j'ai écouté quand même le porte-parole de l'armée qui s'est exprimé sur cette affaire en direct de l'ORTM. Le ministre Abdoulaye Maïga. Voilà, je pense que les éléments de langage n'ont pas été soigneusement choisis. Selon vous. Du côté, oui, du côté ivoirien aussi, ils sont partis trop vite en besogne. Si, je pense que même pour les amateurs, on sait qu'un militaire n'entre pas dans un pays étranger avec sa pièce d'identité militaire ou ses identifiants militaires. Ça ne se fait pas. Donc, franchement, il y a une manière de gérer cette crise. Et les urgences pour le Mali, à mon avis, sont ailleurs que d'ouvrir des fronts un peu partout, surtout avec un pays comme la Côte d'Ivoire qui n'est pas n'importe quel pays par rapport au Mali. Voilà, merci. On va fermer ce chapitre sur le Mali. Donc, nous allons parler maintenant du Sénégal, notamment avec la campagne électorale pour les législatives qui bat son plein. Plusieurs listes sont en lice. Il s'agit entre autres de Benno Bokk Yakaar, la coalition du président Macky Sall, et de Yewwi Askan Wi, de l'opposant Ousmane Sonko, Aar Sénégal et Wallu Sénégal et d'autres coalitions. Monsieur Ibrahima Kamara, quels sont les principaux enjeux de ces élections législatives au Sénégal? Bon, les enjeux sont énormes, d'autant plus que ces élections législatives donnent une idée des prochaines élections présidentielles qui se feront dans 17 mois, je pense, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, il y a l'opposition dirigée par Ousmane Sonko. Quoi qu'on le dise, aujourd'hui, il est le chef affirmé de l'opposition, qui a le vent en poupe, qui monte en puissance, qui a fait ses preuves lors des dernières élections locales en remportant plusieurs localités, les grandes villes du Sénégal, notamment Ziguinchor, Dakar, Kaolack, au sein de sa coalition, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, ces élections législatives sont un avant-première à propos aussi de l'éventuelle troisième candidature ou troisième mandat de Macky Sall. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'avenir politique du Sénégal qui se joue au sein de ces élections législatives. N'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup de listes qui ont été invalidées. Tout à fait. Voilà. Notamment la liste des Yewwi Askan Wi. Voilà. Même de Benno Bokk Yakaar. Oui, bien sûr. À cause de certaines irrégularités. Et ça repose encore la question de nos hommes politiques au sein de ces formations politiques. On a du mal à comprendre qui sont ces hommes qui aspirent à nous diriger. S'ils ne sont pas capables de comprendre le fonctionnement des élections, s'ils ne sont pas capables de confectionner des listes tout en répondant aux critères régis par la loi, on se pose encore beaucoup de questions par rapport à cette situation. Et heureusement que le pire a été évité parce qu'il y a eu des manifestations. On a assisté au concert de casseroles qui a été initié par Ousmane Sonko. Et ils sont revenus à de meilleurs sentiments parce qu'au début, ils ne voulaient pas aller aux élections avec sa coalition Ousmane Sonko. Mais par la suite, ils sont revenus à de meilleurs sentiments et ils ont accepté de descendre sur le terrain, même si dans ce cas de figure, ce sont les suppléants pour la coalition Yewwi Askan Wi en tout cas, pour qui Ousmane Sonko est en train de battre campagne actuellement parce qu'une partie de sa liste a été invalidée. La partie de sa liste qui a été invalidée, d'ailleurs, lui-même, il était investi dans cette liste. Donc maintenant, c'est la liste des suppléants qui a été validée. C'est ça. Alors, M. Ibrahima Sidibé, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ces élections législatives qui vont se tenir dans quelques jours au Sénégal? Oui, je crois que je m'inscris dans ce qui a été dit précédemment parce qu'il y a des gros enjeux derrière. Au-delà du fait de prendre le contrôle du Parlement et donc d'imposer peut-être une éventuelle cohabitation au président, je pense que l'opposition aussi se place en pole position pour les élections présidentielles de 2024. Cela d'autant plus que Macky Sall jusqu'à présent n'a pas clarifié sa position. On ne sait pas s'il sera candidat ou pas, il maintient le flou, même s'il avance l'explication selon laquelle s'il se déclare non candidat dès à présent, les membres de son gouvernement ne vont plus travailler. Chacun va essayer de se positionner pour l'élection. Voilà. Et si c'est dit aussi candidat, je crois que l'opposition aussi ne va pas lui faciliter. Donc, je pense qu'il maintient sciemment les flous. Et ce qui trouve que c'est une bonne stratégie, en tout cas personnellement, ça permet peut-être d'avoir une certaine sérénité, même si on sait que l'opposant Ousmane Sonko ne lui fait pas de cadeau. Maintenant, effectivement, revenant aussi sur ces élections législatives, je pense qu'on peut aussi constater cet amateurisme, hein, parce que quand on voit le motif pour lequel ces listes ont été invalidées pour
alors Yehui Askanui, je ne sais pas si je prononce bien. Oui, les Sénégalais vont peut-être me pardonner. Il y a un Sénégalais qui est parmi nous. Voilà, Yehui Askanui, c'est ça. Yehui Askanui. Et même Benno Bokk Yakaar aussi, le parti au pouvoir. Oui, alors Yehui Askanui d'abord. Ils ont eu les mêmes problèmes. La liste a été invalidée parce qu'on avait des gens qui étaient à la fois sur la liste principale et sur la liste de suppléants. Et pour Benno Bokk Yakaar, donc de la majorité, on avait, c'est la parité homme-femme qui n'a pas été respectée. C'est qui sont quand même des règles basiques dans une élection pour des hommes politiques qui ont une certaine responsabilité. Et surtout venant de la coalition présidentielle. Maintenant, après, je crois que ce qu'on peut constater aussi, c'est que des deux côtés, ce n'est pas la même dimension. Parce qu'on a de l'autre côté des suppléants qui n'ont pas été validés. Donc, ce qui n'a pas forcément de conséquences, à mon avis, sur les élections. Mais de l'autre côté, ce sont les titulaires qui n'ont pas été validés, dont Ousmane Sonko, qui est la figure de proue de l'opposition sénégalaise aujourd'hui. Et la coalition présidentielle, je crois que la liste est dirigée par l'ancienne première ministre Aminata Touré. Il faut rappeler que cette même Aminata Touré a perdu les élections face à Khalifa Sall pour la mairie de Dakar. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'elle a les épaules assez larges pour conduire cette liste de la majorité présidentielle et donc éventuellement remporter cette élection? La question se pose là lorsqu'on se réfère en tout cas à son parcours politique. Je crois qu'elle n'a jamais été élue. Elle a toujours été nommée. Il y a une très très grande différence. C'est quand vous avez les fonctions que vous occupez, si c'est des fonctions nominatives ou des fonctions électives, la différence se trouve à ce niveau. Et l'autre élément aussi qui peut peut-être donner plus de sens à l'opposition, c'est ce que mon camarade Ibrahim a expliqué tantôt. On sait qu'il y a eu des élections locales en début d'année, je crois. Et l'opposition a quand même remporté des villes stratégiques, des grandes villes, notamment à Ziguinchor, Dakar même, donc qui font dans le scarcelle de l'opposition. Donc aujourd'hui, je pense que l'opposition a beaucoup plus de sens d'imposer une cohabitation au président Macky Sall. Justement, Ibrahima, est-ce qu'on peut s'attendre à un syndrome français, notamment la cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale sénégalaise, où Benno Bokk Yakaar pourrait tirer son épingle du jeu de ces élections? Bien sûr, tout peut arriver. Tout peut arriver, d'autant plus que l'histoire politique du Sénégal a toujours été un bis repetita de l'histoire politique française. Ça, on l'a vécu depuis les indépendances. On peut s'attendre à une cohabitation, c'est très possible. Mais Benno Bokk Yakaar peut aussi avoir la majorité. Il ne faut pas négliger Aminata Touré, Mimi Touré, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été fidèle à Macky Sall, quoi qu'il arrive. Elle a été ministre de la Justice, ensuite première ministre. Mais est-ce que cela suffit? Non, ça ne suffit pas. Non, vous savez, les enjeux en matière d'élections locales sont différentes quand il s'agit d'élections législatives. Il y a une très grande différence. Parce que les élections locales, comme son nom l'indique, c'est local. C'est une question de navétane, comme on dit au Sénégal. Oui, bien sûr. Vous savez, alors que dans ce cas de figure, les élections législatives sont d'une autre dimension, d'autres enjeux. Et la plupart des Sénégalais s'attachent beaucoup plus d'ailleurs aux élections locales qu'aux élections législatives. Parce que souvent, il y a beaucoup d'électeurs qui vont vous dire, bon, de toute façon, ce sont des députés qui vont dormir à l'Assemblée, ils ne vont rien servir, ils vont juste empocher leur salaire et puis voilà, pour ne rien faire. Et d'autres Sénégalais qui disent non, il faut qu'on change la donne, il faut qu'on change les choses. Et au-delà de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar et Yehui Askanui, on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle donne politique qui est en train de s'affirmer à l'horizon. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes comme Pape Djibril Fall, un jeune journaliste lui aussi qui a atterri dans l'arène politique, et des activistes aussi qui, eux aussi, sont dans l'arène politique à l'heure actuelle. Justement, la diaspora sénégalaise est vraiment Sidibé. La diaspora sénégalaise aussi n'est pas restée en marge de ces élections, puisqu'il y aura également des députés sénégalais. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, alors je pense que cette réforme date de 2017, je pense, et c'est une très bonne chose, parce que quand on prend un pays comme le Sénégal, on sait qu'il y a une forte diaspora, que ce soit en Afrique ou ici en Europe, et je crois que l'Assemblée nationale, comme son nom l'indique, doit rassembler toutes les sensibilités de la société, donc y compris la diaspora. Donc le fait d'avoir, je crois qu'il y a au total 15 députés qui sont élus au nom de la diaspora, ça permet aussi d'apporter la voix de la diaspora dans l'Assemblée nationale où les lois sont votées. Et je pense que ça dénote aussi
d'une participation démocratique assez massive. Et donc finalement toutes les couches de la société sont représentées. Donc cela en soi c'est une très bonne chose. Maintenant je reviens aussi par rapport aux différentes coalitions qui sont en jeu. On rappelle qu'il y a 8 listes qui sont en cours, en liste. Mais on a quand même 3 listes qui font figure de favorites. La coalition présidentielle Beno Bokiyakar, Yehui Askanui et Walou Sénégal qu'il ne faut pas oublier, et qui est aussi de l'ancien président Abdoulaye Wade, et qui est aussi en intercoalition avec Yehui Askanui de Ousmane Sonko, ce qui n'est pas assez parce que justement les 2 listes peuvent se soutenir dans des circonscriptions électorales où l'une est plus en pole position, et cela aussi augure peut-être des élections futures. Mais la vraie question, parce que vous savez en politique, quand vous avez des dinosaures de part ou d'autre au sein d'une coalition, ce n'est pas il y a de fortes chances que la coalition s'éclate au moment où on va arriver peut-être à des échéances encore plus importantes. Donc voilà, je pense que les enjeux sont là. Aujourd'hui, le Sénégal, il faut le rappeler aussi, fait figure d'exemple de démocratie, notamment en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, mon frère parlait tantôt en début de cette partie, le fait que la coalition Yehui Askanui a finalement accepté de participer aux élections alors qu'elle n'était pas dans cette position. Je pense qu'elle a compris, cette coalition a compris aussi que en allant sur une ligne très dure, elle peut se mettre à dos la population. Parce que le Sénégal a cette réputation de stabilité démocratique et politique. Et finalement, je pense que l'opposition n'a pas intérêt à briser cette stabilité au risque de se mettre à dos le peuple qu'elle entend défendre. Alors, M. Ibrahima Kamara, quelle est la particularité aujourd'hui des élections législatives au niveau de la diaspora sénégalaise? Au niveau de la diaspora sénégalaise, je pense que l'opposition a le vent en poupe, il faut le dire, parce que souvent le déclic vient de la diaspora en matière politique. Et les coalitions qui s'affrontent, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe du centre, du nord et de l'ouest comme en France, parce que nous avons plusieurs pôles au niveau des continents, selon le continent où on se trouve. Ici en France, en tout cas, pour le moment... Le continent européen. Voilà, pour ce qui concerne le continent européen, les tendances sont trop serrées parce que vous êtes censé savoir que nous avons une forte population estudiantine et ces étudiants font partie d'une bonne partie de ces électeurs. Et la plupart du temps, les étudiants sont ceux qui soutiennent souvent l'opposition. C'est ce qui soutiennent le mieux l'opposition. Et le parti au pouvoir aussi, ce qu'on avait tendance à voir, c'est qu'il y a une entité qu'on appelle la DSE, la Délégation des Sénégalais de l'extérieur, qui est dirigée par le parti au pouvoir depuis la nuit des temps, depuis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade jusqu'à nos jours. La DSE, souvent, le coordinateur de la DSE est souvent investi en tête de liste, comme tête de liste au sein du parti au pouvoir. Mais cette fois-ci, tel n'est pas le cas. Le coordinateur de la DSE, Taladaf, n'a pas accepté d'être investi comme tête de liste. Là, on ne sait pas pourquoi, on se pose des questions. Il n'a pas voulu répondre à cette question du pourquoi, mais souvent ça a été comme ça. Et aujourd'hui, la personne qui a été investie comme tête de liste, qui est M. Khan, est en train de battre campagne. Nous aspirons d'ailleurs à organiser un très grand débat entre les têtes de liste des coalitions ici en France, à Paris, justement, pour donner la parole aux candidats pour qu'ils puissent dérouler leur programme. Mais les enjeux sont énormes et comme je vous disais, je doute fort qu'il y ait une cohabitation au sein de l'hémicycle à Dakar, comme ce fut le cas en France. Alors, les enjeux sont énormes. Ousmane Sonko est arrivé 3e à la dernière élection présidentielle en 2019. Aujourd'hui, il est incontestablement quand même le chef de file de l'opposition sénégalaise. Est-ce que ces élections législatives ne vont pas dessiner le contour de la future, de la prochaine élection présidentielle au Sénégal, Brahima Sidibé? Oui, tout à fait, parce que effectivement, Ousmane Sonko est arrivé 3e et c'est lui qui est arrivé 2e et aujourd'hui membre et fait partie de la majorité qui est Idrissa Seck. Et donc, ce qui fait de Ousmane Sonko l'opposant principal au président Macky Sall. Et justement, c'est ce qu'on disait, ces élections législatives sont un tremplin pour l'opposition, mais plus particulièrement pour Ousmane Sonko, de se positionner en pole position pour la présidentielle.
même si il n'a pas la majorité, avec un certain nombre de députés assez élevé, je pense que justement, parce que les élections législatives, ça permet aussi de faire un ancrage local dans les territoires. Et donc finalement, le fait d'avoir plusieurs députés, ou peut-être même la majorité, ça permet aussi d'implanter son parti beaucoup plus dans les territoires. Et donc finalement, de se dire que, et cela je crois qu'on a constaté lorsqu'il a été élu maire de Ziguinchor, donc d'élargir aussi sa base électorale. Parce qu'une des meilleures façons de gagner une élection, surtout présidentielle, c'est d'élargir sa base électorale. Parce que si vous avez un fief électoral beaucoup plus restreint, je pense que vous avez moins de chances de remporter. Mais Ousmane Sonko aujourd'hui, mais à ce niveau aussi, il y a peut-être un élément qu'on peut aborder, et ce que vous avez commencé à aborder. Est-ce que jusque-là, il aborde une posture beaucoup plus offensive, beaucoup plus... offensive. Bien mais sûr. est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut payer? Parce que finalement, est-ce qu'il ne va pas aussi se donner une image beaucoup moins présidentiable? Parce qu'il y a aussi ça. Certes, il faut s'opposer, mais il y a une façon de faire. Donc, mais on sait qu'il est beaucoup plus populaire au niveau des jeunes notamment, parce qu'il prône la rupture, notamment avec les francs CFA. Ça, ce sont des sujets qui peuvent être accueillis, qui peuvent avoir un écho favorable dans l'électorat jeune. Mais est-ce que cela suffit pour remporter l'élection? Premier élément. Deuxième élément, si on voit que Ousmane Sonko est à cette position aujourd'hui, c'est aussi lié à des ennuis judiciaires des deux autres responsables politiques, qui est Khalifa Sall et Karim Wade. Maintenant, Karim qui est en exil, Karim Wade qui est en exil au Qatar. Ouais. Est-ce que maintenant la vraie question, est-ce que d'ici les élections présidentielles, ces deux responsables politiques seront réhabilités et donc revenir au devant de la scène? Si c'est le cas, est-ce que Ousmane Sonko peut toujours garder cette position? Je pense que c'est une vraie question. Alors, M. Ibrahima Kamara, aujourd'hui, Ousmane Sonko, sa position, il est quand même incontestablement le principal opposant à Macky Sall, au président Macky Sall. Aujourd'hui, est-ce que ces élections ne vont pas dessiner le contour de la prochaine élection présidentielle au Sénégal? Bien sûr, mais faisons attention parce que l'électorat sénégalais est imprévisible. Ça, il faut le souligner, l'électorat sénégalais est imprévisible et les enjeux sont différents. Des élections législatives sont très différentes de l'élection présidentielle. Et entre les élections législatives et l'élection présidentielle, il peut se passer beaucoup de choses. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qui va arriver. Par exemple, entre 2019 à nos jours, il y a beaucoup de chamboulements, que ce soit au sein de l'opposition comme du côté du pouvoir. Idrissa Seck, qui était soi-disant entre guillemets leader de l'opposition, a rejoint le camp de Macky Sall. Mais est-ce qu'il n'est pas le seul à avoir rejoint le camp de Macky Sall? Parce que son parti semble être disloqué. Oui, notamment parce que là, il y a même Abdourahmane Diouf, voilà. Abdourahmane Diouf qui a aujourd'hui... Déthié Fall avec... entre autres. Voilà. Et il a aussi perdu son bastion, c'est Thiès. Donc, si Idrissa Seck a rejoint le camp présidentiel et que son électorat ne l'a pas suivi, à quoi ça va servir à Macky Sall? Absolument rien. Et Ousmane Sonko, vous l'avez dit, aujourd'hui, il est le leader de l'opposition, incontestablement. Mais nous avons quand même des greniers électoraux au Sénégal où le parti qui arrivera à contrôler, ou alors la coalition qui arrivera à contrôler ces greniers, à savoir Dakar, Touba et quelques grandes villes du Sénégal, vous serez beaucoup très en avance. Et Macky Sall a aujourd'hui du mal à mettre la main sur Dakar et Touba, qui sont réellement les greniers électoraux du Sénégal. Ousmane Sonko l'a compris très tôt. Il est en coalition. Il a compris aussi que à lui seul, il ne pourra pas vaincre Macky Sall. Il continue encore de chercher à élargir sa coalition, d'où l'intercoalition entre Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal de Abdoulaye Wade. Les deux autres ténors dont vous avez cité, à savoir Karim Wade et Khalifa Sall, aujourd'hui, ils semblent être envoyés à la retraite par Macky Sall sur plusieurs plans. Parce que en politique, la nature a horreur du vide. Karim est absent, totalement absent du territoire. Mais on dit également qu'en politique, on peut mourir plusieurs fois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il est très difficile de rebondir en politique. C'est pas évident. Karim est hors du pays.
On ne sait pas s'il va revenir ou pas. Ouais. C'est cette question qui se pose. Khalifa Sall, qui était à la tête de la mairie de Dakar, parce que Barthélémy Dias, qui est un jeune loup aux dents longues quand même, est en phase d'être le patron du Parti socialiste, il faut le dire. Qui dirige la capitale sénégalaise, quand même, peut nourrir des ambitions présidentielles. Complètement. Tout à fait. À partir de son bureau, il aperçoit les perrons du palais présidentiel. Et donc, il peut quand même nourrir l'espoir d'arriver un jour au palais présidentiel. Merci beaucoup. Voilà, les socialistes aussi du Sénégal sont mieux lotis que les autres partis politiques. C'est ça leur avantage et leur chance. Ils sont très bien ancrés sur tout le territoire national, contrairement à d'autres formations politiques qui ont encore du mal à s'organiser, à être bien lotis comme le Parti socialiste pour s'imposer au niveau national. Merci beaucoup. Le sujet est très très intéressant. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Mais on va rester quand même au Sénégal, notamment avec la désignation de l'international sénégalais, Sadio Mané, comme meilleur joueur du continent. Vous êtes observateur politique, mais je sais que les observateurs politiques s'intéressent également au sport. Et qu'est-ce que cela vous inspire ? Tout à fait. Oui, alors je pense que l'année 2022, c'est l'année du Sénégal. Parce que effectivement, au-delà du fait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu que lors de la cérémonie des CAF Awards, les Lions de la Teranga ont remporté la part du Lion. Ouais, donc ils portent bien leur nom. Et pour les cas spécifiques de Sadio Mané, je pense que nous sommes heureux pour lui parce que c'est un joueur exceptionnel, tant sur la pelouse que dans la vie tout court. Je pense que son humilité fait de lui un exemple aujourd'hui quand on prend une star interplanétaire du foot, mais qui n'a pas oublié ses origines, qui fait beaucoup d'œuvres caritatives, notamment chez lui à Bambali. Et je pense que ça peut aussi donner justement un bon exemple aux jeunes joueurs du continent, de se dire qu'on peut partir de rien et atteindre le sommet tout en restant humble. Et je pense que ce titre aussi, c'est la deuxième fois consécutive qu'il le remporte. Cela aussi démontre qu'il a une certaine régularité et donc une certaine discipline dans ce qu'il fait. Donc ça peut être aussi un exemple pour tout jeune dans n'importe quel domaine où on évolue. Lorsqu'on travaille dur, lorsqu'on s'applique une certaine rigueur, une certaine discipline, on peut atteindre des objectifs que nous nous assignons. Donc je pense qu'on est heureux pour le Sénégal, on est heureux pour Sadio Mané et on espère que la Coupe du Monde qui arrive bientôt au Qatar, nous on a raté de peu, mais étant voisin du Sénégal, on espère que le Sénégal pourra bien représenter notre continent et donc honorer toute l'Afrique. Comme il l'a fait en 2002. Entière. Voilà. Alors, M. Ibrahima Kamara, nous sommes à terme de cette émission, mais un mot sur vraiment cette, comme il a dit Brahima Sidibé, les lions se sont taillés de la part du lion. Oui. Aujourd'hui, vous, en tant que Sénégalais, qu'est-ce que cela vous inspire ? Non, c'est une fierté, une très grande fierté pour tout le peuple africain. Hein. Et ce n'est que le travail, la persévérance, l'abnégation, la rigueur. Parce que si on se souvient un peu du parcours de cette équipe nationale, en 2019, ils étaient finalistes, ils ont perdu la finale devant l'Algérie. Ils ont remis ça en 2022, ils ont remporté la coupe. Ça montre que seul le travail paye. Et ce sont des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Sadio Mané et sa bande, il n'est pas le seul, hein, c'est toute l'équipe nationale. Moi, j'ai constaté qu'ils ont affiché quand même une maturité, une rigueur et une discipline qu'on trouve rarement au Sénégal. Et je pense que que ce soit dans tous les autres domaines, hein, même dans le domaine politique où on parlait tout à l'heure, nous avons besoin de ces références-là pour pouvoir bondir en avant. Et j'ai constaté aussi qu'il y a une bonne partie de cette équipe nationale qui est issue de la 3e génération de migrants. Ce sont des jeunes comme Diallo, comme Nampalis, entre autres, qui sont des jeunes issus de l'immigration, qui sont venus apporter un plus à leur équipe nationale. Et dans d'autres domaines aussi, que ce soit de l'économie, de la politique et du Sénégal, je vois d'autres jeunes qui sont en train de venir. Et je me dis que cette diaspora-là peut changer les choses en Afrique de manière générale. Alors, merci à tous nos auditeurs de nous suivre sur radio et télévision Fanfan Musique. Vous pouvez nous suivre sur nos plateformes Facebook, YouTube. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous lundi à 18h pour un autre numéro de votre émission Africa.